Bienvenue au podcast Connexion Primordiale en balade avec Paul. Ah bah, ça commence bien. Ce matin il fait plus frais. On sent le mois de novembre qui arrive. Il fait un peu moins de 7 degrés. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que t'es pas fada à continuer à marcher pieds nus quand il fait 7 degrés? Là, je suis en train de marcher sur un bout de béton, un bout de trottoir. Je vais rejoindre bientôt l'herbe mouillée, bien froide du champ d'à côté. Alors, est-ce que t'es pas fada à faire ça? Pourquoi tu préfères pas ton petit confort? Alors, on va parler peut-être de ça, de cette importance-là, mais je vais vous parler d'abord de quand est né mon intérêt pour la préhistoire et pourquoi j'estime que c'est important et qu'on devrait accorder une bien plus large place à la préhistoire dans nos études à l'école et puis également dans nos études de professionnels universitaires ou kinésithérapie ou psychologie, etc. Alors, je me suis intéressé à la préhistoire un petit peu parce que chez nous, chez mes parents, on avait quelques petites reliques, quelques objets, parce que j'avais un grand-père qui faisait en amateur un peu d'archéologie. On avait chez nous quelques lampes à huile gréco-romaines, datant de plusieurs milliers d'années, et surtout nous avions quelques objets de pierre taillée, de silex, de la préhistoire. Et voilà, c'est intriguant d'avoir ces objets chez soi. Je n'ai pas connu, c'était mon grand-père maternel, je ne l'ai pas connu, c'était un bonhomme très particulier, il était médecin, enfin très particulier, un grand bonhomme. Mais il est décédé 3 ans avant ma naissance. J'ai eu l'honneur de porter son prénom. De toute façon, mes deux grands-pères, paternels et maternels, s'appelaient Paul. Et mes parents m'ont nommé Paul, en l'honneur, on va dire, chacun, de leur propre père. Voilà, je suis leur fils aîné à mes parents, qui ont eu 5 enfants. En CP, très exactement, on nous a demandé de faire un exposé sur un sujet. On devait faire un exposé sur un sujet de notre choix devant toute la classe et qu'il fallait préparer. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était gamin, on avait ces cahiers où sur une page, il y avait une page avec des lignes pour écrire et en face, une page blanche pour faire des dessins ou coller des trucs. Donc il fallait faire quelques pages. Alors je ne me rappelle pas, c'était 5, 10 pages, 10 pages, je ne me rappelle pas combien de pages il fallait faire. Je ne sais pas s'il fallait un certain nombre de pages, mais en tout cas, moi, j'ai fait tout un truc sur la préhistoire. Alors évidemment, d'un côté, j'avais écrit des tas de choses, alors je ne sais plus quoi, et j'ai pas gardé ce cahier, donc voilà. Et puis de l'autre côté, j'avais collé un certain nombre de choses sur des dessins ou des images découpées par rapport à la préhistoire. Et puis j'avais apporté, quand j'avais fait mon exposé, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, à chaque fois qu'on étudiait la préhistoire, je ramenais les véritables objets préhistoriques qu'on avait à la maison, des pierres taillées, je sais pas comment ça s'appelle, des objets de pierre taillée. Voilà. Malheureusement, dans des multiples déménagements, c'est un des gros regrets que j'ai. Ma mère a égaré ces objets. Et donc, on les a perdus dans la famille, ces objets-là. C'est un gros regret. Je serais tellement heureux d'avoir aujourd'hui quelques reliques du temps de la préhistoire. En tout cas, j'ai présenté... Pour dire une chose, j'ai toujours eu des notes plutôt moyennes, voire mauvaises en maths et en français. Dans beaucoup de matières, j'étais un mauvais élève. Je ne suis pas allé plus loin que la 3e à l'école. Mais j'ai toujours été le premier à vouloir faire les exposés, ainsi que les poésies. C'est-à-dire les poésies racontées devant toute la classe. Les poésies. J'ai toujours été premier. J'ai toujours eu 10 ou 9. Souvent 10 sur 10, j'entends, à l'école primaire. Parce que non seulement je récitais la poésie, mais j'y mettais de l'intonation et du ton, etc. Et puis les exposés, j'étais très à l'aise, tout petit pour parler devant les groupes, etc. Alors, je fais cet exposé, j'ai eu certainement une très bonne note. Juste pour une anecdote, donc c'est pour dire, voilà, c'est quand j'avais 6 ans qu'a commencé mon attrait pour la préhistoire de manière un petit peu sérieuse. De ma carrière universitaire au CP. Pour la petite histoire, malheureusement, j'avais prévu dans le cahier de faire ensuite d'autres thématiques. C'était pas demandé, mais moi je m'étais dit, tiens, après je vais faire l'Égypte ancienne. Quand t'es gamin, c'est quelque chose, les pyramides d'Égypte et tout. Donc j'avais déjà écrit dans le cahier, après le chapitre que j'avais rédigé sur la préhistoire,
j'avais déjà rédigé l'Égypte. J'avais fait un beau titre, j'avais fait un dessin de pyramide et un truc. Et puis la maîtresse, en parlant à une autre maîtresse qui était là, la directrice qui venait voir dans la classe, elle s'est marrée, elles ont regardé et dit « Ah ah ah, il a déjà prévu ». Et ça m'a énormément vexé. Elles l'ont certainement pas dû dire, c'est juste que ça les amusait de voir que, après la préhistoire, j'avais prévu l'Égypte. Et donc ça les a fait rigoler. Et du coup, j'ai plus jamais rien fait dans ce cahier, et j'ai plus jamais fait d'exposé dans cette classe-là. Voilà comment on tue la carrière d'un futur historien en herbe. J'aurais pu devenir historien. Et voilà. Alors, ensuite, cette notion de la préhistoire m'a accompagné plus ou moins. Cette connaissance de la préhistoire, elle a pris une autre tournure quand j'ai lu, pour moi, un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie, c'est la série des Enfants de la Terre de Jean Auel. Jean, c'est une femme, elle s'appelle J-E-A-N, c'est un prénom féminin. Et aux États-Unis, il ne faut pas confondre avec Jean, que c'est John en anglais. Donc c'est Jean, c'est un prénom féminin. Et Jean Auel, A-U-E-L, Jean Auel, qui a écrit donc la série Les Enfants de la Terre, qui se passe au temps de la préhistoire, avec une petite Homo sapiens qui se fait élever par des Néandertals, et il lui arrive plein d'aventures après. C'est un livre qui est tout à fait valide, en tout cas évidemment ça a été écrit dans les années 80, qui était 100% valide d'un point de vue scientifique. Jean Auel a écrit ce livre à l'âge de 40 ans, et c'est une américaine, mais elle est venue en France faire de l'archéologie, rencontrer des archéologues, pour que son livre soit tout à fait empreint de vérité. Évidemment aujourd'hui il y a des tas de choses qu'on sait qui sont pas judicieuses, comme par exemple, je déteste quand on dit comme par exemple, comme le fait qu'elle décrit, ça on ne pouvait pas le savoir, on le sait que très récemment, les Homo sapiens comme des gens à la peau blanche, alors que on sait que Homo sapiens de cette époque avait la peau noire. Elle part du principe que Néandertal a un langage, mais pas très développé au niveau de la parole. On pense maintenant qu'il y a de fortes chances pour que c'était le cas. Bon, il y a tout un tas de choses, en tout cas, on va dire encore aujourd'hui, plus de 80, je dirais au moins 90% de ce qui est dans ces livres est valide. Mais il ne faut pas le prendre comme un livre de préhistoire, il faut le prendre comme un livre comme un roman, quoi. C'est un roman extraordinaire qui est sur 5 ou 6 volumes, je ne me rappelle plus. Pourquoi c'est important ce roman-là, cette série de romans ? Parce que c'est la première fois où on a des romans qui se passent à la préhistoire, qui ne réduit pas les hommes préhistoriques à des gens stupides, habillés n'importe comment de peau de bête, avec une massue, et qui font au lieu de parler, etc. Donc ça nous montre que nos ancêtres avaient la même sensibilité que nous, avaient une intelligence au moins la même que nous, si pas supérieure. Et je dis ça, c'est pas une blague, parce qu'on sait que pour s'en sortir en tribu, ça nécessitait des cerveaux plus gros, ils avaient des cerveaux plus gros, ils étaient plus débrouillards, etc. Et que nous, notre cerveau a un peu réduit depuis les débuts de la préhistoire d'Homo sapiens, parce que on s'appuie plus sur le groupe. Donc on est un peu moins malin tout seul que l'étaient les gens de la préhistoire, et c'est logique. Et donc c'est évidemment, à l'école, avant ça, était sorti le film de Jean-Jacques Hano, La guerre du feu, qui est complètement débile et ridicule, qui montre les préhistoriques comme des imbéciles. Donc voilà, ça c'est du grand n'importe quoi. Mais voilà, c'est un fait établi qu'on aime bien penser que les générations qui nous précédaient étaient complètement nazes et débiles, et que nous on est le sommet de toutes les générations précédentes. Et il faut penser que si on a ce regard, ça veut dire qu'on passera pour des débiles pour les générations futures. On croit toujours qu'aujourd'hui, à notre époque, on est les meilleurs. Au 19e siècle, ils pensaient qu'ils étaient les meilleurs. Au 18e, les meilleurs. Au 17e, les meilleurs. Et ainsi de suite, on est toujours les plus intelligents. Tous ceux qui nous ont précédés étaient des gros nazes. Ils n'avaient rien de la modernité, rien de l'intelligence, rien de la débrouillardise. Évidemment, ceci est une stupidité phénoménale. Mais c'est comme si on a besoin, pour exister, de dire, ah voilà, on veut justifier notre mode de vie d'aujourd'hui, à toute époque, et il est forcément meilleur que ceux d'avant. Voilà. Et puis évidemment, les anciens, les parents disent, ah les jeunes, c'est plus ce que c'était. On retrouve des textes de la Rome antique et de la Grèce antique où
où on voit les anciens qui disent les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent plus vivre, ils ne connaissent pas, on trouve ça dans les textes, on s'est toujours plaint. Alors, les vieux pensent que les jeunes sont des nazes qui ne savent pas vivre, et les jeunes pensent que les vieux, ils sont has-been et ne savent pas vivre. Apparemment, ça a toujours été. Mais tout ça pour dire que, évidemment, l'être humain a toujours été ce qu'il est, et que, sincèrement, voilà ce que j'imagine. J'imagine que vous prenez n'importe quel être humain de n'importe quelle époque, pas seulement préhistorique, mais n'importe quelle époque, moyenâgeuse ou quoi, et que vous leur montrez notre mode de vie d'aujourd'hui, ce qu'on fait de nos corps et de notre cerveau, je pense qu'ils regretteront d'avoir fait des enfants en disant si c'était pour ça, c'est pas la peine, la destruction de l'environnement, les guerres, etc. Je pense que nos ancêtres, s'ils voyaient ce qu'on a fait de l'humanité, de la civilisation, de la planète, etc., je pense que tous auraient honte de ce qu'on a fait. Mais ça, c'est bon. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses bien qu'on fait aujourd'hui au XXIe siècle. Hein. C'est pas ce que je dis. Je dis pas tout est acheté, mais sincèrement, c'est pas glorieux. C'est pas glorieux. Voilà, je crois qu'on n'a pas à s'enorgueillir de notre prétendue civilisation occidentale. Alors pourquoi tout ça c'est important et que je suis en train de marcher pieds nus dans une herbe où il y a presque du gel dessus? Parce qu'un grand nombre d'études, alors je parlerai de la préhistoire encore et encore, c'est mon grand dada, j'ai développé après des lectures autour de la préhistoire, d'écouter la préhistoire, d'écouter des préhistoriens, de me passionner par le sujet, d'avoir des dizaines et des dizaines de livres, dès qu'ils sortent, il y en a beaucoup, je lis depuis mon enfance, dès qu'il y a dans les marchands de journaux des magazines qui parlent de préhistoire ou quoi, surtout quand il y a des numéros spéciaux, je les lis et je me tiens au courant des découvertes. Et s'il y a bien un domaine dans lequel il y a des découvertes pas quasiment tous les mois, où on en apprend du nouveau sur la préhistoire, tous les mois, il y a de nouveaux livres qui sortent sur la préhistoire. Je les lis, j'écoute les émissions qui vont avec. C'est ma passion depuis mon enfance, la préhistoire. Pourquoi ? Parce que je pense que... Si on comprend d'où on vient, on comprend mieux pourquoi on réagit comme on réagit aujourd'hui. On comprend mieux, au début c'est ce qui m'a motivé, la psychologie humaine, le corps humain, notre manière d'apprendre, notre manière de vivre, notre manière de nous comporter. Parce que tout ça, c'est l'héritage de notre génétique qui s'est faite sur des centaines de milliers d'années. Et quand je dis que je m'intéresse à la préhistoire, c'est pas seulement Homo, c'est tout ce qu'il y avait avant. Et jusqu'à comment la vie est venue sur Terre, comment s'est formée la planète Terre. Mes parents avaient une fantastique... sorte de grande encyclopédie en un volume qui commençait par la construction de l'univers, la Terre, les étoiles, etc. Et puis on voyait les continents, la dérive des continents et tout un tas de choses. Et ça, gamin, j'ai regardé ce livre, la Lune, la face cachée de la Lune et tout. Quand j'étais gamin, je regardais cette encyclopédie encore et encore et encore. Dieu soit loué que je ne sois pas né au temps des réseaux sociaux et des téléphones qui auraient détruit je pense mes capacités neurologiques et ma curiosité, heureusement, et donc d'avoir regardé ce type de livre. Très jeune aussi, à l'adolescence, allez savoir pourquoi. Mon père nous a offert, à mon frère cadet et moi, un livre sur les tribus et les peuples reculés du monde entier. À l'époque, quand j'étais gamin, il y avait encore des tas de tribus qui n'avaient quasiment jamais rencontré la civilisation moderne, ou dans ce cas-là, la civilisation moderne n'était pas allée encore vers eux ou très peu, quelques anthropologues. Bonjour. Oui, quelques anthropologues. Et donc on voit des photos de tribus en Amazonie, en Afrique, en Asie reculées. Je crois que ça s'appelait Terre Vierge et Monde reculé. Ça m'a beaucoup marqué, ces photos de ces peuples dits primitifs, ces peuples premiers. Ça m'a beaucoup marqué. C'est là aussi... avec des aventures qui sont racontées, ou les peuples inuits, etc. Là aussi, c'est quelque chose que j'ai feuilleté encore et encore et encore, qui m'a beaucoup marqué enfant. Donc voilà, tout ce qui est construction de la Terre, etc. Quand j'étais gamin, en primaire, tout le primaire, quand on me demandait ce que je voulais faire comme métier, je disais astronome. Évidemment, tout le monde me reprenait en disant « tu veux dire astronaute ?» Parce que beaucoup de garçons voulaient être astronautes, c'est-à-dire marcher sur la Lune et tout, aller dans l'espace, mais jamais de la vie, jamais envie d'aller dans l'espace, je suis pas fou. En revanche, je voulais être astronome, c'est-à-dire étudier les étoiles, étudier la formation de l'univers, etc. Je voulais faire ça. Bon, très vite, en redoublant mon CM2, etc., je me suis rendu compte qu'il fallait que je vise un peu moins haut
C'est dommage. J'ai fait à l'époque un stage d'astronomie quand j'étais gamin pendant, je sais pas combien de temps, c'était une semaine ou 15 jours. Et donc on dormait le jour et on faisait des activités la nuit avec les télescopes et tout et tout. C'était génial, faire un stage d'astronomie comme ça, gamin. Ouais, vers 10-11 ans, un truc comme ça. Alors, tout ça est absolument majeur pour mieux nous comprendre. Et je vous assure que quasiment tous nos comportements psychologiques, toutes nos souffrances, douleurs, beaucoup de maladies, beaucoup de choses, y compris l'insomnie, la dépression, notre système visuel, les explosions de myopie, etc. Énormément de choses s'expliquent en comprenant d'où on vient, comment se sont forgés nos corps au fur et à mesure de la longue évolution des espèces, etc. On apprend beaucoup de choses. Une des choses qui est intéressante, c'est que l'humain a toujours cherché à faire face évidemment à ce qui se présente à lui. Et il y a une chose qui est un peu à la mode aujourd'hui, on parle de l'hormèse, on parle de l'antifragilité, on parle de tout ça. On s'est rendu compte au fur et à mesure des années, ces toutes dernières décennies, ou depuis un petit siècle, ou 50 ans, 70 ans, etc., qu'au fur et à mesure des années, on a cherché à amener plus de confort dans tout ce que l'on faisait. Donc moins d'efforts, moins de tension, moins de stress dans tout ce qu'on faisait. L'exemple typique du chauffage. On peut imaginer un chauffage du temps où il n'y a pas de thermostat. C'est une invention très spéciale, le thermostat. Donc j'y reviens. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, il fait froid, alors vous allumez le poêle, et puis vous sortez quelques heures, travaillez au champ ou quoi que ce soit, et puis évidemment, le poêle a baissé ou s'est éteint, il fait plus froid, et puis vous allez beaucoup dehors, dedans, et vous alternez chaud, froid. Aujourd'hui, c'est fini parce qu'on a le thermostat. Le thermostat fait que, et c'est un énorme piège, il fait toujours la même température chez nous. Le thermostat, admettons que vous le régliez à, allez, on va suivre les préconisations, à 19, chez nous il est à 18, mais alors, à 19, quand le chauffage arrive à 18,5, ça se déclenche, et quand il arrive à 19,5, il s'arrête, et donc en gros, la température qu'on va ressentir au niveau de notre corps, c'est 18,5, 19,5. Et même maintenant, moi j'avais un nouveau thermostat qui anticipe, qui a une sonde qui est à l'extérieur, et donc il sait exactement la température qu'il fait dehors, et donc il sait exactement comment il faut ajuster en temps réel le thermostat, sans attendre la variation au sein de la maison. Et donc va calculer les choses pour qu'il fasse toujours exactement 19 degrés dans la maison. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, notre corps, et vu qu'on passe quasiment toute la journée chez nous, dans nos intérieurs, ne connaît plus de variation de température. Il n'a donc plus de capacité à jouer avec son thermostat intérieur. Vous voyez, puisqu'on me donne une température constante, un petit peu comme le bébé dans le ventre de la mère en fin de compte. Il va avoir toujours sa température à 37 degrés et il n'a besoin de faire aucun ajustement. En revanche, à la naissance, le bébé tout d'un coup, et ça fait partie des différents chocs adaptatifs qu'il doit avoir, il va devoir réguler sa température de lui-même. De la même manière qu'il était nourri en permanence, eh bien, il va falloir qu'il aille chercher la nourriture lui-même en fournissant beaucoup d'efforts. Et donc cette, je ne sais pas si on dit thermogénèse ou quelque chose comme thermorégulation, est absolument majeure chez le bébé. Alors d'ailleurs, en général, dans les maternités, on met une température, un chauffage qui est beaucoup plus élevé que d'habitude. Les gens couvrent bien leur bébé, mettent un petit bonnet sur la tête du bébé, etc. pour l'aider au niveau de cette transition. Je ne sais pas si c'est scientifiquement valide, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres peuples ou les autres pays, ou si c'est typiquement français, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire si c'est un bien ou si c'est un mal. En tout cas, c'est ce qu'on fait spontanément, ça peut se comprendre. Le bébé était bien au chaud, puis là, il rencontre une température qui est différente. Alors, nous, on n'a plus cette variabilité de température. On n'a plus besoin de s'adapter à ça. Et bien, ça va rendre nos corps paresseux. Enfin, en fin de compte, même chose pour l'alimentation. On a toujours trop à bouffer, trop de calories tous les jours. On n'a pas de phase de, comme tous nos ancêtres ont eu à toutes les époques, y compris nos parents, ou selon votre âge, nos arrière-grands-parents ou grands-parents. Moi, mes grands-parents ont vécu la guerre avec
la Deuxième Guerre mondiale avec la famine. Mes grands-parents ont vécu les 2 guerres mondiales d'ailleurs. Bon, ma grand-mère était ado lors de la Première Guerre mondiale et adulte évidemment à la Seconde. Ma mère est la 7e fille, elles sont 7 filles. Mes grands-parents ont fait 7 filles, ma mère est la 7e. Et elle est née juste après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, ma mère, qui va avoir 80 ans cette année. Donc nos grands-parents ont vécu des périodes de famine où il n'y avait pas grand-chose à manger. Je me rappellerai toujours de ma grand-mère qui disait que heureusement qu'il y avait les orties et les rutabagas pour s'en sortir et pour nourrir ces 7 filles. Enfin à l'époque c'était pas 7 mais 6, mais après-guerre aussi, ils ont beaucoup souffert après-guerre, c'était rationné, etc. Fallait tout reconstruire, l'agriculture et tout. Alors vous pouvez multiplier ça, ces 2 exemples sur la température et la nutrition dans beaucoup de domaines. Le domaine corporel, les efforts qu'on doit faire physiquement, etc. Et du coup, l'être humain d'aujourd'hui vit dans un petit cocon soyeux dans lequel on cherche à n'avoir aucune contrainte, ni physique, ni psychologique, toujours un petit peu comme un électroencéphalogramme plat. C'est un peu ce qu'on cherche à avoir aujourd'hui. Toujours la même température, toujours la même quantité de nourriture, toujours la même absence de contraintes au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau mental. Je ne dis pas qu'on n'en a pas, on a des contraintes terribles et absolument atroces au niveau du boulot et au niveau du harcèlement moral et au niveau de la publicité qui nous incite à consommer et qui nous rend frustrés et malheureux, au niveau de toutes les contraintes sociales qu'il y a. Je ne dis pas qu'il n'y a pas véritablement de contraintes, mais on cherche à avoir une sorte de calme plat à tout niveau et qu'il ne faudrait pas avoir de boss dans la vie, ni d'émotions, et que les émotions nous posent problème, que ce soit les émotions... on ne veut pas d'émotions fortes en quelque sorte, sauf des positives. Alors, ça crée un véritable problème parce qu'on se rend compte statistiquement que plus on va vers de la recherche du confort au niveau de la société en règle générale, dans des sociétés occidentales qui recherchent fort le confort, plus les gens sont malheureux, déprimés et en mauvaise santé. L'absence de contraintes, finalement, nous rend faibles. C'est le principe absolument évident du sport. Qu'est-ce que le sport fait ? On se soumet à une contrainte, on va courir, on va soulever des poids, on va étirer notre corps, on soumet à une contrainte, on fournit un effort. Comme notre corps fournit un effort de contrainte, il va se renforcer. C'est parce que nos corps vont rencontrer une contrainte qu'ils vont se renforcer et devenir de plus en plus forts. Sans contrainte, c'est un affaiblissement. Y compris au niveau psychologique, si on apprend à faire face à des choses encore et encore de la bonne manière, on va se renforcer encore et encore. Si on se lance des défis, j'insiste, il y a une énorme différence entre on m'impose un défi qui me fait souffrir et je me lance un défi que je cherche à surmonter, comme j'ai pas de me dire tiens je vais faire une conférence pour parler d'un sujet et que j'ai pas l'habitude. Nous on rencontre ça parce que beaucoup de gens viennent se former chez nous, puis après ils disent il faut que je me fasse connaître, je vais faire des conférences, et pour beaucoup de gens c'est waouh, ils n'ont jamais parlé devant un groupe, etc. C'est un défi énorme. Alors je vais me lancer. Voilà, je vais me lancer. Donc ou des gens au niveau sportif qui se disent, quel que soit leur âge, je vais faire un marathon, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc on se lance des défis et ces défis nous renforcent. Et ça c'est une notion très importante, cette anti-fragilité. Je vais donner un autre exemple. Allez faire du camping. Vous faites du camping, vous allez dormir sur en général un matelas beaucoup moins confortable que votre lit habituel, vous allez manger des aliments moins savoureux, qui nécessitent plus d'efforts à faire la cuisine dans le petit réchaud, vous allez pas forcément avoir des bonnes douches ou être dans des campings plus ou moins confortables, ou en plus si vous faites du camping sauvage, ce sera encore plus dur. Mais quel bonheur quand on rentre à la maison, on dit ah ça fait du bien de rentrer chez soi, ah ça fait du bien de prendre une bonne douche chaude, ah ça fait du bien de dormir dans son petit lit douillet. Et à ce moment-là, je vais réapprécier l'ordinaire, je vais réapprécier le quotidien. Et c'est parce que j'ai fait une parenthèse de confort, si je puis dire, que je vais ensuite apprécier ces choses-là. Pourquoi je suis en train de parler de tout ça ? D'abord, c'est le podcast Connexion Primordiale. Je dois
tout ce que je dis n'est pas forcément en lien avec l'IMP, c'est pas le podcast de l'IMP, c'est connexion primordiale, c'est de renouer, de recréer des connexions avec notre primordialité. Et donc il y a plein de sujets qui me semblent importants. Et justement, j'ai créé une approche qui s'appelle intégration motrice primordiale, c'est revenir à plus de primordialité. Alors je suis pas en train de dire que on doit revivre ou retrouver les conditions de la préhistoire. Ça peut se faire, il y en a qui le font. Je connais plusieurs personnes dont je suis les livres ou quoi que ce soit, qui ont décidé de revivre comme à la préhistoire et qui va vivre au Canada tout seul pendant des années, qui va vivre en Alaska, etc. Bon, malheureusement les noms m'échappent ici, mais j'ai les bouquins, etc. de ces gens qui vivent comme ça, d'autres qui le font sous forme de stage ou de quelques semaines, un mois ou quoi, et d'autres qui le font sur des périodes qui comportent plusieurs années. Voilà, c'est extrêmement rare, mais c'est possible. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que, évidemment, moi, comme tout être humain, je suis en recherche de bonheur, d'équilibre, de bien-être. Et parfois, on se rend compte que l'équilibre, le bonheur, le bien-être n'est pas forcément dans la direction où on veut aller. C'est-à-dire que parfois, il faut aller à l'inverse de ce qu'on veut, il faut affronter des défis, il faut affronter des difficultés, que ce soit au niveau corporel, que ce soit au niveau psychologique ou autre, pour être finalement heureux d'avoir pu faire ces choses-là. Et donc je pense que c'est une bonne question à se poser et qu'il est intéressant de s'offrir parfois des contraintes. Alors pareil, voilà, là je suis parti de cette idée de dire, bah tiens Paul, là il fait... Alors quand je dis qu'il faisait 7 degrés, il faisait 7 degrés au thermomètre que j'ai contre le mur de ma maison. Donc ça se trouve, là je suis en plein champ maintenant, bordure de champ, il fait peut-être un peu moins, il fait peut-être 5 degrés ou quoi que ce soit, alors j'ai les pieds froids, ça fait pas mal véritablement, c'est devenu une habitude, mais quand je vais rentrer, ça va fournir beaucoup de bien-être, et on se rend compte que par exemple, la pratique des bains frais, la pratique des bains froids, au niveau psychologique, au niveau du moral, apporte énormément de choses. De même, des tas de recherches ont mis en évidence que la pratique de jeûne intermittent ou jeûne sur quelques jours, va apporter, dans certains cas, chez la plupart des gens, pas forcément chez tout le monde et pour toutes les maladies et dans tous les cas de figure, même chose pour l'histoire des pieds froids ou des bains froids, c'est pas universel, on est tous différents. Je suis pas en train de dire on doit tous marcher pieds nus, on doit tous faire des bains froids, on doit tous faire des jeûnes, Je dis juste qu'il faut trouver chacun la contrainte qui va nous faire du bien. Et de chercher à s'imposer un petit peu des défis, des contraintes. Donc évidemment, faire du sport en est. Mais voilà, on pense que, évidemment, dans toutes les tribus traditionnelles ou à la préhistoire, pour reprendre le début de ce podcast, on a comme on appelle des rites de passage. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans toutes les sociétés, sauf la nôtre. Il y avait des rites de passage pour les adolescents qui les fait passer du stade d'enfance à stade d'adulte et bienvenue dans la tribu des adultes. Quand on regarde certains de ces rites de passage, que ce soit dans les tribus indiennes, amérindiennes, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les différentes cultures de Russie, la Russie, aujourd'hui, c'est bon de faire une petite parenthèse sur la Russie, on dit la Russie, et on pense Vladimir Poutine et puis tout ce qui se passe aujourd'hui. La Russie, c'est d'abord le plus grand pays du monde et c'est le pays où il y a le plus de diversité culturelle au monde, sur la planète, le plus grand nombre de tribus, le plus grand nombre de diversité. On ne le voit pas, nous, parce qu'on dit la Russie, mais en fait, c'est extrêmement vaste. Il y a différents peuples en Russie, extrêmement différents, avec des cultures différentes, de nourriture différente, etc., etc. Donc, beaucoup de choses qui se passent là-bas. Donc, quels que soient les pays et quels que soient les continents, il y a des rites de passage qui, nous, la plupart du temps, occidentaux, modernes, enfermés dans notre confort, on trouve très souvent extrêmement choquants. Extrêmement choquants. Et qui pourtant sont même... et dont évidemment les adolescents vivant dans ces tribus sont demandeurs de ce rite, parce que pour eux c'est une énorme fierté de rentrer dans le club des grands. Voilà. Aujourd'hui, nos adolescents, d'un point de vue de la société, il n'y a pas de rite. Qu'est-ce qu'il y a comme rite ? Passer son permis de conduire. Waouh ! Il faut apprendre le code et maîtriser la voiture.
Et justement, voiture qui est symbole typique de notre civilisation d'aujourd'hui et du confort extrême qui est que j'aurai mon permis à 17 ans, je pourrais aller à l'école qui est à 2 km en voiture. Voilà, je pourrais aller sortir le soir en voiture. Je pourrais... voilà, le rite absolu, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dit? Je suis majeur et vacciné. Donc voilà, c'est la vaccination et le permis de conduire. Voici nos deux rites. C'est-à-dire qu'ils ne nécessitent aucun effort, aucune démarche de la part de la personne. Vous allez me dire, bah oui, mais le permis de conduire, c'est une démarche égoïste, c'est pour toi-même. Dans certains cas, ça soulagera les parents qui font le taxi depuis des années, mais vous comprenez l'idée. Ce n'est pas quelque chose qui va se retourner vers la communauté et une vision globale. Ça me fait penser à quelque chose qu'on a tous vu, les films de militaires. Les films où on voit les jeunes qui s'engagent dans l'armée, donc évidemment on pense à Full Metal Jacket, on pense à tous ces films où on voit les initiations des jeunes, ils sont jeunes, ils ont 17-18 ans à l'armée. Ah tiens, c'est génial, tous les jours je passe dans ce champ où il y avait des sillons et de la terre nue. Hier encore j'y suis passé, c'était de la terre nue. Aujourd'hui, je vous assure, je pense que c'est du blé qui a été... ou je ne sais pas quoi qui pousse là. Et là, vous avez les pousses, elles font carrément... en 24 heures, je vous promets, tout est vert. Hier, c'était un champ marron. Là, tout est vert. Et les pousses font 5 cm. Je suis quasiment certain, hier, il n'y avait rien là. Et là, vous avez 5 cm. Poum! Vous voyez? C'est la nuit la plus froide qu'il y a eu. Alors, le froid a fait sortir de terre. Waouh, les petites plantes. Et donc on voit ces jeunes hommes qui suivent on dit, je crois, à l'armée, on fait ses classes. Et évidemment, comme ce qu'on voit dans les films, c'est plutôt les Marines. Donc c'est les gros balèzes, les gros costauds. Les commandos, c'est extrêmement éprouvant. On leur gueule dessus, on les réveille la nuit, on les insulte. Je dis pas que j'approuve tout ça et que c'est la bonne manière de faire, mais qu'est-ce qu'on voit après coup? C'est qu'une fois qu'ils sont passés par ces épreuves, ils ont une fierté, ils sont heureux, ils ont découvert sur eux-mêmes, etc. Évidemment, dans ces films, on voit de l'extrême avec des fois des décès et tout, donc je ne suis pas du tout en train de cautionner tout ça, évidemment. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ces jeunes passent par des épreuves extrêmement dures et ils en sont extrêmement contents. Dans ma modeste expérience, j'ai fait jeune du scoutisme, et puis plus tard j'ai fait mon service militaire. Je vais vous en parler un petit peu. C'était obligatoire. Je m'approche de la route. Et quand j'ai fait du scoutisme, quand j'étais jeune, je me rappelle où on faisait des nuits, on était gamin, je me rappelle, je suis certain de l'âge, j'avais 10 ans, 11 ans. On allait faire nos week-ends, y compris l'hiver. Je pense que ça ne se ferait plus aujourd'hui. Et on allait, je me rappelle de week-ends où il faisait des températures négatives. On faisait du foot avec des cailloux, parce qu'on avait hyper froid aux pieds, et on faisait du foot avec des cailloux pour réchauffer nos pieds. Évidemment, après, au feu de bois, on faisait chauffer des bonnes boissons chaudes. Je me rappelle de chocolat chaud, donc je me rappellerai toute ma vie, extraordinaire. Pour se réchauffer, la nuit était assez difficile. Dans nos duvets, on avait froid. Et puis après, on était super heureux de ce qu'on avait fait, etc. C'était très dur, pour l'enfant que j'étais, c'était très dur. On était partagés entre, on ressent des sensations désagréables. Je me rappelle une fois, il y avait une épreuve qu'on devait faire, où on était laissé, on avait 11 ans, tout seul, on devait passer la nuit tout seul, par deux. On devait être par deux, on devait se débrouiller tout seul. Et on avait juste notre sac de couchage et notre opinel. Et on devait se débrouiller. Et malheureusement, ce week-end-là, il s'est mis à pleuvoir. Et donc c'était un peu, je me rappelle, j'étais avec un camarade super sympa. Et j'ai pris une énorme leçon de vie ce jour-là. D'abord, c'était un camarade qui avait des doigts en moins. Donc il était beaucoup plus malhabile, il avait des doigts en moins. On imagine, il avait un caractère différent des autres, cette forme de handicap qu'il avait. Je ne sais plus si c'était des doigts en moins ou carrément une main en moins, je ne me rappelle plus.
Je ne l'ai pas beaucoup connu parce qu'il est venu qu'un seul week-end ou 2 week-ends. Il était entre 2 déménagements ou quoi, bref. Et j'ai eu la chance d'être avec lui pour ce week-end. Et puis, donc on devait partir, chaque groupe de 2, donc chaque binôme, s'éloigner un peu du lieu central et préparer notre campement pour la nuit et y passer la nuit. Donc moi, mon premier truc, c'est, j'avais froid, il commence à pleuvoir et je me dis, faut allumer un feu tout de suite, Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'allumer un feu sous la pluie, c'est pas terrible. Et je me suis acharné encore et encore, lui, il était d'avis de faire d'abord un abri. Moi je dis non mais j'ai froid, je veux faire un feu et tout. Et lui il m'a soutenu, il a été chercher du bois, fait des trucs et puis ça marchait pas. Et au bout d'un moment il a dit écoute, je te propose une autre manière de faire, on va d'abord faire l'abri comme je propose et après on fera le feu sous l'abri. Ça a été une énorme leçon de vie. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ça qui a fonctionné. Il a fait un abri, c'est-à-dire avec des branches qu'on a ramassées de sapins ou quoi, qu'on a mis contre un arbre. Ça nous a fait un petit endroit plus peinard, abrité de la pluie. On a fait notre petit campement là-dessus, on a pu allumer le feu, se faire chauffer un petit truc. Et ensuite, on a pu dormir là jusqu'au lendemain matin. Là, j'ai pris une grande leçon de vie, d'écouter les autres, d'avoir une vue d'ensemble, plutôt que j'ai tout de suite froid, il faut que je fasse mon petit truc pour me réchauffer dans mon coin. C'est réfléchi plus grand. Bon, j'avais 10-11 ans, hein. Mais lui avait une maturité plus grande. Je pense que le handicap qu'il avait rencontré fait avoir une maturité plus grande. Évidemment, c'est très bizarre parce que dans ma tête, je sais très bien que j'avais cet âge-là, puisque à 12 ans, on passe au scout. Et moi, je sais que j'étais encore chez les louveteaux, parce que j'ai fait qu'une année de scoutisme. Et le reste, c'était en louveteau. Et donc, je sais très bien que j'avais 10 ou 11 ans. Et quand je vois ma petite fille qui a 10 ans, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, ils sont tout petits. À cet âge-là, on peut pas faire ça. Mais si, pourtant, si, c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Mon service militaire que j'ai fait à l'année de mes... J'ai devancé le service, puisque je savais pas quoi faire de ma vie. C'est l'année de mes 19 ans. Puisque je l'ai fait du mois d'août au mois d'août. Donc du lendemain de mon anniversaire, enfin de mon anniversaire, je suis rentré au 1er août, je suis mi-août d'anniversaire, donc de mon anniversaire de 19 ans à mon anniversaire de 20 ans. Donc on peut véritablement dire que ma 20e année, si on compte bien l'année de mes 19 ans, qui est ma 20e année de vie, je l'ai passée au service militaire, au régiment d'artillerie de R1M, vu ce que ça veut dire, et ça remonte un régiment de chasseurs alpins qui est à Grenoble. Alors moi j'étais pas dans les chasseurs alpins, mais le régiment d'artillerie, ça peut pas être régiment d'artillerie de marine, de montagne, voilà. Et Grenoble c'est pas marine, c'est montagne. On savait, je me suis fait un copain là-bas, on est toujours en contact. On savait à l'époque, et c'était très marrant, parce qu'on avait le recul. On n'aimait pas l'armée, on était tous les deux antimilitaristes, on n'est pas dans le truc. Pour des raisons qui nous appartiennent, on n'a pas fait ce qu'on appelait à l'époque la coopération ou le service, on pouvait faire objecteur de conscience, pour différentes raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Mais pour nous, ça a été une sorte de traumatisme de faire les classes, de découvrir le fait qu'on apprenne à tirer sur des cibles humaines, le fait qu'on fasse toutes ces choses qui nous semblaient complètement débiles, inhumaines. Évidemment, comment on appelle ça, à l'armée, il y a, c'est extrêmement, je trouve pas les bons mots, mais extrêmement sévère. Il y a des règles extrêmement drastiques. Maintenant, je comprends tout à fait ces règles que vous avez. Je sais pas combien de centaines ou milliers de jeunes qui sont ensemble dans des casernes. S'il n'y a pas une discipline, voilà, c'est le terme que je cherchais, extrêmement stricte, ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. On a besoin d'une discipline extrêmement stricte. D'autant plus que ces jeunes, à l'époque, on leur fournit à un moment donné des armes terribles. Littéralement, on pourrait se tuer avec ces armes. C'est le but de la guerre et de l'armée. On apprend à manier des mitraillettes, des canons, des machins. Voilà, ça s'appelle un fusil d'assaut. Un fusil d'assaut, des armes et des machins. Donc il ne s'agit pas de faire les marioles, évidemment. Mais on avait un peu de recul sur le truc, on se marrait un petit peu de ce qu'on voyait.
C'est une épreuve c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup parce que moi j'y suis allé dans ce qu'on appelle, j'ai devancé le service militaire, normalement c'était plutôt vers 20-21 ans, pour laisser aux jeunes le temps de faire 2-3 années d'université. Mais moi j'avais bac-3, je ne savais pas quoi faire de ma vie, donc je savais que je serais appelé à l'armée, je me suis dit autant que je le fasse le plus tôt possible pour être débarrassé de cette obligation. Donc je l'ai fait l'année de mes 19 ans, mais il se trouve que le groupe pour lequel j'étais, c'est un peu particulier. À l'armée, vous avez des gens qui rentrent, des promos, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, tous les 2 mois. Et celle du mois d'août, c'est là, statistiquement, il y a le plus de gens qui ont fait des études universitaires. Et c'est pourquoi ils choisissent le mois d'août, parce que ça leur permet, vous comprenez que si vous commencez votre service militaire au mois d'avril ou n'importe quel autre mois de l'année, vous loupez 2 ans d'université, puisque vous ne pouvez pas ni commencer une année, ni finir une année. Donc tous ceux qui font des études universitaires choisissent le mois d'août. Moi j'ai choisi le mois d'août parce qu'on ne peut pas y aller avant 19 ans, donc il fallait que j'attende mon anniversaire, pif paf, bref. Et on peut faire avant 19 ans, mais il faut des autorisations spéciales. Bref, je ne sais plus très bien pourquoi. En tout cas, je me suis retrouvé dans cette promo avec que des jeunes qui, contrairement à moi, avaient fait des hautes études. Par exemple, mon pote, il avait déjà un DESS, c'est-à-dire un bac plus 5. Et presque tous les jeunes qui étaient avec moi, quelques exceptions évidemment, mais la majorité, c'était des gens qui avaient bac plus 4, bac plus 5, qui avaient fait des études et qui allaient ensuite faire des doctorats ou d'autres études universitaires. Donc pour moi, ça a été une énorme chose parce que il faut vous remettre dans le contexte que pour moi, j'étais un imbécile, j'étais nul, j'étais un incapable. Je n'apprenais pas, je ne pouvais pas apprendre à l'école m'a rejeté, j'ai rejeté l'école. Pour moi, j'étais un bon à rien. Et tout d'un coup, je me retrouve avec ces jeunes qui ont fait des études tous universitaires, avec qui je suis pote. Il y avait quelques jeunes qui, eux, viennent là parce qu'ils étaient obligés, qu'ils n'avaient pas fait ça avant et qui venaient de différents mondes sociaux, on va dire, et avec qui je ne me reconnaissais pas et avec qui j'étais pas pote, mais il se trouve que les potes que j'avais avaient tous fait des études universitaires. Et donc eux, ils ne comprenaient pas parce qu'ils disaient « Mais Paul, t'es intelligent, on discute ensemble, on a justement cette distance par rapport au monde du service militaire, etc., que certains jeunes n'ont pas et qui prenaient au premier degré. Donc nous, comme une obligation sociale, voilà. » Et ils disent, c'est pas logique. Tu devrais réussir. C'est ce qu'on m'a dit toute mon enfance. Mais non, j'y arrive pas. Donc, je me rends compte finalement que c'est pas les études qui définissent ton intelligence. Alors, j'avais 19 ans à l'époque, hein. Évidemment, aujourd'hui, ça va de soi en tant qu'adulte qu'on dise ça. Mais moi, tout ce que j'avais expérimenté, c'est, par rapport au système scolaire, l'échec, la honte, le fait d'être nul, d'être un incapable. Voilà, c'est les mots qui m'étaient dits et c'est les mots que je me disais à moi-même. Hein. Donc, ça m'a fait du bien, évidemment, parce que je me rends compte que finalement, mon intelligence ne se définit pas aux notes que j'avais à l'école. Évidemment, ça va de soi, mais c'est pas l'expérience que j'en avais. Donc là, je fais ces rencontres. Alors, pour la petite histoire, avec un pote, là, on a trouvé allez savoir, on ouvre des placards, on fouine un peu dans la caserne et tout. Et puis tout d'un coup, on trouve un placard, un petit placard que personne ne voit, plein de poussière, caché dans un couloir. Les gens passent dans le couloir, mais personne n'ouvre ces placards. Et là, on trouve une bibliothèque, des centaines de livres de littérature, de poésie, de littérature française, de théâtre, etc. Et vous savez, le service militaire, passé les classes qui durent 2 mois, on ne fait plus rien. C'est-à-dire que le matin, on se lève, à 8h, l'appel est fait, et puis ensuite, vaquer à vos occupations, et puis on refait l'appel à 17h, puis après, on a mangé, c'est fini. C'est-à-dire on glande toute la journée, il n'y a rien à faire. Une fois par semaine ou quoi, il y avait peut-être un petit truc particulier, ou un petit cours de ci, de ça, mais grosso modo, on ne fait pas grand-chose. On est juste mobilisé, et en cas où si c'est la guerre, on est prêt. Des petits exercices de temps en temps, 1 semaine par mois ou je sais pas quoi, mais bref. Donc, on se met à lire la littérature. Je suis passionné de lire tout ça, j'ai toujours adoré lire de toute façon, mais ça nous amène beaucoup de conversations. Et il se trouve que dans le lot, croyez-le ou non, il y avait quelques livres un peu spirituels, sur le Tibet, 2-3 trucs. Ça s'appelait pas comme ça à l'époque, ça n'en était pas vraiment, c'était pas des livres de développement personnel, mais des livres un petit peu, voilà, alternatifs sur le mode de vie et tout. Et ça nous a passionnés, ça nous faisait des énormes conversations. Où je veux en venir avec tout ça, c'est qu'à l'époque, entre autres, bon voilà, je parle de moi, hein, à l'époque,
on se disait avec mon pote, il ne faudra pas que quand on se retrouve des années plus tard à notre service militaire, on dise « Ah, c'était le bon vieux temps ». Voilà, on disait jamais on dira « Ah, c'était le bon vieux temps ». On racontera pas ça à nos enfants. On fera pas ça, c'est pas le bon vieux temps, on se fait chier, on désapprouve les valeurs qui nous sont inculquées ici, on haït ce mode de vie, cette façon de voir, cette société, la guerre, l'armée, etc. C'est le contraire de notre philosophie, de notre pensée. Et le plus drôle dans l'affaire, évidemment, et on l'a dit, et on s'en rappelle très bien l'avoir dit, et avoir eu ces conversations, ça ne sera jamais le bon vieux temps, mais vous savez quoi ? C'était le bon vieux temps. Et on l'a dit, et combien de fois on a raconté devant nos enfants ébahis, puisqu'on a eu des enfants, et puis qu'on se retrouvait plus tard, et nos enfants qui nous demandaient de raconter les histoires de quand on s'est rencontrés, et nos histoires de régiment, et qui ont fait de nous, et évidemment, et là on le dit toujours au deuxième degré, on disait à nos filles, parce que lui il a eu 2 filles, et moi aussi j'ai eu 2 filles, on disait à nos filles, vous voulez savoir comment on est devenus des hommes ? On va vous raconter comment on est devenus des hommes. On blague, mais il y a quelque chose de vrai derrière tout ça. Il y avait un peu de vrai derrière tout ça. Les contraintes que la société nous a imposées en nous obligeant à faire notre service militaire nous a apporté des choses. Une des choses que ça m'a apporté, c'est une expérience que je veux vous partager qui, pour moi, me touche beaucoup, me touche vraiment beaucoup. Là, je suis encore en train de marcher dans les flaques d'eau, j'adore. Voilà. En Normandie, oui, nous avons des flaques d'eau très souvent sur les chemins. Notez qu'il ne pleut pas, mais ce sont des flaques d'eau. Je voulais vous apporter quelques témoignages qui sont intéressants, qui vous feront mieux connaître qui je suis et des choses très positives. Avant de faire mon service militaire, je suis devenu animateur pour enfants. J'ai passé mon brevet d'état d'éducateur sportif, j'ai passé en voile, j'ai passé mon brevet des collèges, ça on s'en fout. Ah, c'est le seul diplôme que j'ai, universitaire. Non, comment on dit pas universitaire, scolaire. J'ai passé mon BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, spécialisation en ski, ce qui fait que j'avais ski au niveau du BAFA et brevet d'état d'éducateur sportif au niveau de la voile. Donc j'enseignais les deux. Je faisais les deux, colonie de vacances, classe de découverte, classe de neige. Donc c'était mon travail. Et c'est ce qui est devenu mon travail après. Donc j'ai fait ces choses-là autour de cette période. Et puis, j'avais fait, donc avant de rentrer à mon service militaire, j'ai fait mon brevet de secouriste. Et j'ai fait le brevet de secouriste avec et comme ça m'a beaucoup plu, le secourisme, parce que c'était un plus quand on est animateur. Parce qu'il faut trouver un boulot quand on est animateur. Donc j'avais mon BAFA, j'avais une spécialité en secourisme, et j'avais une spécialité que j'ai faite encore après en secourisme et réanimation. Et puis j'avais une autre spécialité que j'ai passée, c'est surveillant de baignade. Donc de pouvoir travailler dans les colos et de surveiller les baignades. C'est pas moniteur, nageur, sauveteur, c'est pas du tout ça, mais surveillant de baignade. Vous comprenez ce que ça veut dire, c'est qu'on peut aller à la mer accompagner les groupes et c'est notre responsabilité de surveiller les baignades des enfants. Donc j'avais ces différentes spécialités. Quand on a eu fait nos classes, c'est-à-dire au bout de 2 mois, on n'a plus rien à faire. Pendant les classes, on apprend à marcher ou pas, on apprend quoi faire si c'est la guerre, on apprend comment tirer, on apprend s'il y a la guerre nucléaire, comment se protéger, on apprend comment ça marche en France, si on doit être appelé, enfin on apprend tout un tas de trucs voilà, pendant 2 mois, et puis voilà, on fait des exercices, on apprend à faire un certain nombre de choses, à manœuvrer les canons, puisque c'était un régiment d'artillerie de montagne. Ce que j'ai pas fait parce que moi, voilà ce qui s'est passé, c'est qu'après après nos classes, on est affecté à différentes, on appelait ça des batteries, c'est-à-dire à différents groupes qui ont différentes fonctions dans la caserne. Et moi j'ai demandé, ainsi que mon pote, c'est comme ça qu'on est devenus potes, nous on voulait être dans le bâtiment des nouveaux arrivants, c'est-à-dire qu'on allait devenir formateur des nouveaux arrivants tous les 2 mois. On encadre les gens qui passent des classes, qui font les classes. Donc c'est-à-dire que ce que je venais d'apprendre, tout ce que je venais d'apprendre pendant mes classes de service militaire, j'allais l'enseigner aux nouveaux venus, puisque on passait le relais encore et encore. Et donc c'est comme ça que ça marche. Donc j'avais tous les manuels pour enseigner, je ne sais plus ce que je devais enseigner les trucs, puis je faisais marcher les jeunes qui arrivaient au pas et leur enseigner tous les trucs qu'il faut connaître. Et donc vous comprenez que moi j'ai toujours aimé faire les exposés, parler devant les groupes et tout, et que c'était logique que ce que je voulais, c'était pas aller faire des exercices dans les autres casernes, mais faire ça. Et pour défendre mon truc, j'ai dit, écoutez, moi j'ai un brevet de secouriste, j'ai fait tout ça, et je suis apte à enseigner,
Et c'est ma passion. Et même si j'étais très jeune, parce que les autres, vous comprenez que les autres, ils avaient 22, 23 ans. Moi, j'avais 19 ans. Mais j'ai dit, voilà. Et donc, je suis allé voir avant qu'on soit affecté aux différentes batteries, je suis allé voir le capitaine, ou je sais pas qui, ouais, le capitaine. J'ai dit, voilà, mon capitaine, moi, j'aimerais bien pour telle et telle raison. Et du coup, ça a été le cas. Et c'était pour moi une expérience géniale, parce que j'ai pu enseigner pendant 10 mois. Les 10 mois qui restaient, j'ai pu enseigner toutes les choses que j'avais apprises. Et voilà où les choses viennent, je vais argumenter au fait que je dis, vous savez, l'armée c'est bien, on apprend des trucs, mais ce serait bien si... Parce qu'il y avait des petits cours de secourisme, mais vraiment pourris. Puis pourquoi c'est pourri? Parce que c'était enseigné par des autres jeunes qui venaient juste d'apprendre ces petites bases de secourisme. Donc des gens qui n'avaient aucune expérience sur le sujet et qui étaient très mal formés. Parce que, voilà, vite fait comme ça, quelques cours de secourisme, et donc moi j'ai dit, moi je suis secouriste certifié, y compris en réanimation, j'aimerais bien pouvoir donner en particulier les cours de secourisme parce que je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être développé. Et je disais, si au moins tous les jeunes qui sortent d'ici s'y connaissent en secourisme, ce serait une bonne chose. Et donc le capitaine a trouvé que c'était une bonne idée, et donc j'ai enseigné plein de choses, dont les cours de secourisme, en développant beaucoup mieux ce qui était initialement fait au service militaire, quoi. Petite histoire amusante. Moi, à l'époque, et vous vous rappelez que je vous ai dit que on avait trouvé cette bibliothèque avec différents livres, mais moi, de mon côté, je lisais aussi des livres, en particulier de psychologie. Je lisais des livres, c'était sorti les premiers livres à l'époque, alors pas encore de PNL, mais d'analyse transactionnelle. La PNL, c'était le premier livre de PNL qui est sorti. Là, je me suis mis plein de saleté sur moi. Pas dans quoi j'ai marché, mais... Enfin, sur le pantalon, une sorte de champignon qui a volé partout. Bref, c'est tout sale. Et je lisais des livres d'analyse transactionnelle, le livre de Eric Berne, le créateur d'analyse transactionnelle, qui disait « Que dites-vous après avoir dit bonjour ?» dans lequel il parle entre autres qu'on a tous en nous un parent, un enfant et un adulte. Et comment, quand je discute avec vous, je pars de mon parent, je pars de mon enfant, je pars de mon adulte. Et vous, est-ce que vous êtes à ce moment-là dans votre parent, dans votre enfant, dans votre adulte? Et il parle de beaucoup de choses. Et donc, figurez-vous que je me suis mis à parler de ça aux jeunes. Enfin, jeunes qui avaient le même âge que moi, ou même un peu plus âgés que moi. Mais j'ai commencé à échanger sur ça. J'ai parlé du secourisme, j'ai parlé de ça. Je profitais des cours qui nous étaient donnés pour parler de tout ça, pour faire de la communication. Comme j'avais mon brevet d'État, n'importe quoi. Comme j'avais mon BAFA, dans le BAFA j'avais appris des choses en psychologie, en communication, etc. J'avais été formé par des psychologues, un groupe de thérapeutes et de psychologues. Et puis j'avais fait aussi, c'est bizarre, mais j'ai passé mon BAFA à 17 ans et j'avais été repéré à l'époque par les formateurs pour que je devienne formateur de BAFA. Donc en fait, à 18 ans, j'ai passé un stage d'une semaine de formateur pour être formateur animateur BAFA avec des psychologues et des thérapeutes qui nous enseignaient des techniques de communication, la dynamique de groupe, de la psychologie de base et tout un tas de choses absolument passionnantes. Et donc ces choses-là, je les ai retransmises dans une certaine mesure avec mes petits moyens. J'avais déjà donné des cours de BAFA et déjà fait des stages BAFA dans lesquels j'étais un des formateurs. Et donc j'étais à l'aise et donc j'ai fait ça pendant mon service militaire. Donc vous voyez que ça m'a apporté quand même beaucoup de choses, une confiance en moi, le fait de pouvoir partager les choses. Et évidemment, j'ai continué après mon service militaire en enseignant toute ma vie, continuer à donner des stages BAFA, à animer, à faire différentes choses. Alors ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, j'ai oublié 100%, ouais, peut-être pas 100%, mais j'ai oublié 99% de ce que je connaissais d'un point de vue de la réanimation et du secourisme. Aujourd'hui, je serais incapable de faire quoi que ce soit, et surtout que les pratiques ont évolué, et je serais incapable de savoir comment agir dans ces circonstances. Bon, peut-être pas incapable, mais je me trouve bien démuni. Je trouverais bien démuni. Ouais, je connais quelques principes peut-être, mais ouais, franchement. Donc voilà un petit peu ce qui est amusant, c'est le fait d'avoir dit avec mon pote, on ne dira jamais que c'était le bon vieux temps. Et pourtant, malgré le fait qu'on savait ça, malgré le fait qu'on prenait nos distances et qu'on était au 2e degré, ces contraintes a été pour nous quand même une sorte de bon vieux temps. Donc voilà les choses
intéressante que je voulais vous partager. Il y a une voiture de police qui s'est arrêtée juste à côté de moi, comme je suis dans la rue pieds nus. Je me dis, zut, la voiture de police, ils vont me demander mes papiers, j'ai pas mes papiers. Ils m'attendent au tournant, non. Je laisserai le micro, je laisserai le micro et vous entendrez si c'est la police. Ça va être une contrainte juste au moment où je parle de l'armée et tout. La police s'arrête juste là. Ah non, en fait, elle tourne lentement dans la rue. Oh, ils sont en patrouille de surveillance. Oh, je croyais qu'ils voulaient m'arrêter parce que je suis pieds nus dans la rue. Bon, il n'y a pas de loi pour ça. Et voilà. Oh, ils avancent tout doucement. Pas croiser la police. Oh non, la voiture de police va m'arrêter. Ça va. Ils ont regardé mes pieds, ils se marrent, mais ils ont redémarré. Ouf, j'ai cru que j'allais finir au poste. J'ai pas mes papiers. Je sais que c'est pas obligatoire d'avoir ces papiers, mais j'habite à 100 mètres. Non, j'arrive vers chez moi. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu des idées un petit peu en vrac comme ça sur le fait des contraintes qu'on s'offre. Et là, je vais rentrer chez moi et je vais me plonger dans une piscine miniature pour enfants avec de l'eau à 8 degrés. Voilà. Et je vais prendre pendant 1 ou 2 minutes un bain très très froid. Et je sais, évidemment, j'ai pas envie de le faire véritablement, mais en fait, si je pense je vais me plonger dans le bain froid, je vais pas le faire, mais si je pense au bien-être que ça va me fournir après, alors là, je suis d'accord pour le faire, parce que je sais qu'au niveau physique, au niveau de mes tensions corporelles, ça va me faire un bien fou. Je sais que ça va me donner de l'énergie pour la journée, ça va être super. Et au niveau psychologique et mental, ça m'apporte énormément de bien. Donc il faut que je me focalise, c'est ce que je fais, sur qu'est-ce que ça va m'apporter de faire ça, et pas sur ah là là, c'est une épreuve terrible. Non, je vais penser je vais surmonter cette épreuve d'1 ou 2 minutes, donc je peux le faire. Et du bienfait que ça va m'apporter pour le reste de ma journée. Et même les bienfaits ont été notés et peuvent se mesurer sur des marqueurs inflammatoires, etc. sur 2-3 jours, selon les gens. C'est pourquoi c'est pas nécessaire de faire des bains froids tous les jours, mais 3 fois par semaine. Il n'y a pas beaucoup de bénéfices supplémentaires à faire. Il n'y en a pas du tout d'ailleurs, je crois. 3 fois par semaine que tous les jours. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté sur cet épisode un petit peu particulier où je parlais de préhistoire, de contraintes, de confort. Mais si j'en parle, c'est parce qu'on fait face à des gens dans nos cabinets qui sont en souffrance et nous d'avoir une vision un petit peu plus large, que ce soit de connaître la préhistoire, que de connaître un petit peu toutes ces choses-là, nous permet d'avoir une vision plus large et nous permet parfois, alors pas forcément de recommander aux gens de prendre des bains froids ou des douches froides, même si je l'ai déjà fait et que les gens m'en ont remercié, mais de comprendre que rechercher désespérément toujours le confort émotionnel ou physique ou cognitif n'est pas toujours la meilleure solution et qu'on a besoin de défis dans la vie, quels que soient nos âges. C'est pour ça que j'ai parlé de moi enfant à 10-11 ans, que j'ai parlé de moi à 19-20 ans et de ce que je fais aujourd'hui aussi. À toute étape de la vie, on a besoin de se prouver qu'on existe et de se donner un certain nombre de défis. Et le fait de surmonter ces défis, le fait de pouvoir rester pendant 1 à 2 minutes dans cette eau à 8 degrés, c'est un défi dont je suis fier chaque jour ou 3-4 fois par semaine. Donc merci beaucoup. Trouvez-vous des petits défis et puis on reparle de vos défis.